Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par remercier l'INRS de nous donner un temps de parole aujourd'hui pour effectivement échanger sur cette robotique collaborative. Alors, en quelques compléments par rapport à Stobli. Donc Stobli, nous sommes 5500 personnes dans le monde. On est présent dans une trentaine de pays. C'est un groupe effectivement qui a été fondé en 1892. Nous sommes des mécatroniciens. Nous sommes issus de l'industrie et de la machinerie textile, avec une division un peu plus récente qui est liée à la connectique. Et puis en 1982, Stobli a décidé de se lancer dans la robotique pour, en 1989, devenir constructeur de robots industriels. Donc effectivement, on est 1500 sur le site de Faverges en Haute-Savoie, et l'intégralité de la conception de nos robots et de la fabrication se fait sur ce site de production. Alors, avant vraiment de parler de robotique collaborative, je souhaiterais aborder les différents marchés sur lesquels nous sommes sollicités avec des solutions robotiques. Évidemment, nous avons les marchés automobiles, tous les marchés de l'agroalimentaire, de la pharmacie, les marchés de la cosmétique. Et dans tous ces domaines-là, alors ils sont très nombreux, j'en oublie, mais dans tous ces domaines-là, nous sommes sollicités pour faire différentes applications avec des valeurs ajoutées plus ou moins importantes. Donc on va faire peut-être des choses relativement simples comme de l'assemblage, jusqu'à du contrôle de pièces, de produits agroalimentaires ou pharmaceutiques par exemple. Et puis on peut avoir aussi des applications de process qui vont aller chercher un petit peu plus de savoir-faire sur la partie mécanique et la partie commande du robot. Et pour répondre à ces différentes applications, on a des robots 4 axes, des robots 6 axes, des solutions de plateforme mobile, et puis une solution, une combinaison, je dirais, d'un bras robot sur une plateforme mobile. Donc voilà un petit peu les produits avec lesquels on répond aux attentes de nos clients aujourd'hui. Si on entre un petit peu plus dans le détail, et c'est un point que je voudrais développer aussi, on parle de robotique collaborative, c'est une approche de la robotique. Aujourd'hui, nous avons développé des gammes de robots, ou de robots collaboratifs, qui vont s'adresser à différents marchés. C'est-à-dire que pour l'agroalimentaire notamment, nous avons développé des robots compatibles avec les exigences de propreté du marché agroalimentaire, et puis compatibles aussi avec les protocoles de nettoyage. C'est pour ça que vont apparaître des robots, on va dire, jaunes classiques industriels, des robots qui sont orientés plutôt pour la manipulation de composants électroniques, donc pour éviter les décharges électrostatiques, des robots qui répondent aux environnements salles blanches, on va parler de photovoltaïque, on va parler de semi-conducteurs, les robots agroalimentaires, je viens d'en parler, et enfin des robots pour les environnements aseptiques, c'est-à-dire des robots qui vont être compatibles avec le nettoyage au peroxyde d'hydrogène. Donc on va être plutôt dans les milieux pharmaceutiques et médicaux. Ça, c'est un paramètre important. Et ensuite, on va parler du niveau d'interaction entre le robot et l'opérateur. Donc si on parle de robotique collaborative, c'est vrai que ces notions de robotique collaborative ont permis à des sociétés qui peut-être avaient la croyance que la robotique n'était pas pour elles parce qu'il fallait énormément de savoir-faire, c'était un domaine complexe et onéreux. Donc ça a un petit peu cassé des barrières. Maintenant, on est sur quelquefois des applications qui sont demandeuses en termes de cadence. Donc la notion de collaboration, finalement, ça va être chez nous une barrière qu'on va faire évoluer vers la gauche ou vers la droite en fonction de la situation et du cahier des charges finalement du client. Donc si on reprend un petit peu en détail notre gamme de robots, donc 4 axes et puis 6 axes, alors le robot 6 axes c'est un bras anthropomorphe qui va être capable de travailler dans une sphère complète, alors que lui, le SCARA, va plutôt travailler sous une forme de cylindre. Donc ça, c'est notre gamme de robots sur lesquels on applique les déclinaisons métiers. Sur un segment de la gamme, donc qui va jusqu'à 40 kg sur ces robots 6 axes, on va appliquer un savoir-faire pour que nos robots soient
sûrs. On préfère parler de robots sûrs que de robots collaboratifs parce que finalement, le robot, c'est un moyen, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir c'est de remplir les fonctions pour avoir une application collaborative. Et finalement, le robot est un moyen qui doit permettre d'atteindre le niveau de sécurité obtenu, recherché, pendant l'analyse de risque. On a donc ces robots qui vont être capables de faire un premier niveau de collaboration, et puis une autre gamme qu'on appelle les Power Cobots, qui va être capable de travailler avec un arrêt contact avec l'opérateur. Donc on peut là vraiment parler de robots collaboratifs, même si on va le voir après, ce n'est pas forcément l'objectif absolu. Alors en fait, ces robots bleus qui sont munis d'une peau, l'architecture est la même que nos robots industriels classiques, avec un certain nombre d'organes de sécurité qui vont nous permettre de parler de robots sûrs. Alors, je ne sais pas si on peut lancer une première vidéo, s'il vous plaît. Super, merci. Donc une petite animation pour illustrer finalement cette question qu'on a assez systématiquement, nous qui sommes constructeurs de robots industriels depuis un certain nombre d'années, vous l'aurez compris. On souhaite avoir de la robotique collaborative, mais on n'est pas forcément, quand je dis on, c'est nos clients, ne sont pas forcément prêts à sacrifier la productivité du robot qu'ils connaissent actuellement. Donc on a un premier niveau de collaboration où finalement, au travers d'une barrière immatérielle, l'opérateur va pouvoir interagir avec la cellule robotique. Et le robot va soit s'arrêter de fonctionner, soit continuer à travailler dans un environnement qui est volontairement dissocié de là où l'opérateur pourrait entrer. On va pouvoir agrandir ces zones de cohabitation avec un scrutateur. Et là, vous voyez, le robot est enfermé virtuellement dans une zone qui est inaccessible à l'opérateur. Et puis on déplace encore un petit peu plus le curseur, on va de plus en plus vers la collaboration et vous voyez que la productivité va diminuer parce qu'on est avec un robot qui est arrêté au moment de l'interaction avec l'opérateur. Voilà. Et on a la dernière situation avec le Power Cobot où finalement l'arrêt du robot se fera au contact avec l'opérateur. Alors bien sûr, en termes de productivité, c'est ce qu'il faut éviter, ça n'a pas d'intérêt, mais voilà, on va garantir la sécurité de l'opérateur par ce système-là. L'avantage là, c'est que c'est toujours un robot industriel. C'est-à-dire que si vous mettez un équipement supplémentaire pour annoncer que l'opérateur n'est pas dans le volume de travail du robot, mais en fait vous avez un robot qui est capable de travailler à vitesse industrielle. Et finalement, on sait répondre aux deux situations et surtout, le client a le droit de changer d'avis sans avoir à se rééquiper. Donc, comme je disais tout à l'heure, on préfère parler de robots sûrs. On a donc des organes de sécurité qui vont nous permettre de garantir que le robot ne bougera pas si vous êtes en interaction avec lui. On fait un arrêt sûr, on a des vitesses sûres, des codeurs redondants, un automate de sécurité embarqué qui est certifié TÜV. Voilà, enfin, c'est toute l'architecture qui nous permet d'annoncer des robots qui sont SIL 3 PLE. Je vais terminer par quelques cas d'application. Donc, ce sont souvent soit des démonstrateurs, soit des choses qu'on a refait d'applications clients. C'est le cas, par exemple, pour cette vidéo-là. Si on peut peut-être avoir la première vidéo, s'il vous plaît. Donc là, vous avez un Power Cobot qui va pouvoir faire de l'assemblage et avoir finalement l'opérateur qui, le plus souvent, est là pour faire du contrôle. Mais l'opérateur va pouvoir interagir avec le robot, avec l'ensemble de sa cellule, en toute sécurité. Alors, c'est la vitesse réelle pour vous ou c'est ralenti là? Alors ça, c'est la vitesse réelle. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est un point important. Vous voyez, c'est la vitesse réelle parce que le seul détecteur finalement de sécurité pour l'opérateur, c'est cette peau. Et donc, il faut avoir la garantie qu'on va arrêter le robot avant d'avoir un contact important
avec l'opérateur. Si on peut passer à la vidéo suivante, s'il vous plaît. Donc là, cette application permet de montrer un petit peu les améliorations qu'on peut apporter à un poste de travail. On est dans une situation où le robot va s'immobiliser au moment où il présente finalement les éléments à l'opérateur. Donc on est en arrêt sûr, c'est-à-dire que le robot n'a pas déclenché d'arrêt d'urgence, il est toujours sous puissance et il attend une information de l'opérateur qui lui explique qu'il a mené l'opération qu'il avait à mener, qu'il est sorti de la zone et que le robot peut continuer à travailler. Donc finalement, la demande de robots collaboratifs qu'on entend très régulièrement, quand on explique ces différents stades, avec finalement un stade intermédiaire, vous voyez que le robot, quand il n'est pas en présence de l'opérateur, il peut bouger relativement vite. Ça satisfait assez souvent le besoin client. Voilà, merci. D'autres cas d'application. On a beaucoup de demandes de robots collaboratifs sur la partie logistique ou intralogistique. Et finalement, effectivement, là, on a beaucoup de sollicitations. Il faut pouvoir répondre. Alors, on a quand même des attentes en cadence assez importantes. Et la solution, ça va être de pouvoir arrêter le robot le plus rapidement possible lorsqu'on a une détection. Alors, si on regarde le premier exemple, donc ça, c'est une application qui a été réalisée par Engie, qui est un des intégrateurs avec lesquels on travaille, parce que c'est vrai que je n'ai peut-être pas précisé, mais nous sommes constructeurs de robots et finalement en aucun cas on intègre la solution complète avec le bras robot, le préhenseur, les organes de sécurité. Donc l'intérêt là, c'est que sur cette vidéo, c'est qu'on montre un robot qui est en train de travailler avec un espace complètement ouvert et finalement si l'opérateur doit venir chercher un carton, une palette, etc., le robot s'immobilise. On est sur de l'intralogistique, on a le temps d'arrêter le robot et de le faire repartir. Sur l'exemple suivant, on a de nouveau un Power Cobot qu'on va pouvoir regarder ensemble. Donc là, on réalise une application de picking. On fait de l'emboxage de produits qui arrivent sur un tapis. Et on est dans le cas où on n'a aucun autre organe de sécurité que la peau du robot elle-même. On arrête le robot s'il y a un contact. Donc il faut un contact franc. Il ne s'agit pas d'avoir juste un frottement pour arrêter le robot parce qu'il s'arrêterait systématiquement. Donc ça, ces solutions, elles sont toujours réfléchies avec l'objectif de garder le maximum de productivité. On a la capacité d'arrêter nos robots très rapidement grâce à nos réducteurs de robots. Ce qui fait que plus vous êtes réactif sur l'arrêt, et plus vous pouvez aller vite, parce que le temps d'arrêt donne finalement la distance parcourue au moment de l'impact avec l'opérateur. Sur cet exemple, on est de nouveau sur une application de palettisation. Alors si vous pouvez observer ce qui se passe sur la vidéo, s'il vous plaît. Merci. Une application de robotisation collaborative. Donc vous avez un robot qui n'est pas équipé de peau. Donc là, il travaille dans une application qu'on pourrait dire standard. Il n'y a pas de barrière, mais c'est un robot qui va travailler à la vitesse normale d'un robot industriel. Et le robot va s'arrêter lorsque vous interagissez. Donc là, on utilise des scrutateurs. Et finalement, l'objectif dans ces applications-là, c'est d'avoir des barrières immatérielles ou des scrutateurs le plus proche de l'environnement robot.
Donc si votre robot met très longtemps à s'arrêter parce qu'il n'est pas assez dynamique, finalement, vous devez, par rapport à l'analyse de risque, mettre les barrières très loin de la zone du robot. Et plus vous mettez les barrières, les détecteurs éloignés de la zone de robot, plus vous avez de risques d'interaction avec les équipements autour de la cellule, tels que des Fenwick ou des choses comme ça. Et là, finalement, si vous avez des interactions, vous perturbez votre production et vous perdez l'intérêt finalement de la robotique. Et puis, une dernière application. Donc, on est sur cette vidéo sur une application mise en œuvre avec un intégrateur, un partenaire intégrateur qui est spécialisé dans la machine-outil. Vous avez donc un ou des robots qui vont travailler en chargement de machine-outil avec des produits qui peuvent être relativement lourds. Donc, nos gammes robots collaboratifs peuvent monter jusqu'à 40 kg de charge. Et vous voyez une application vraiment classique d'un robot qui va travailler. Là, on a gagné un volume certain par rapport au robot industriel classique parce qu'il n'a plus de barrière physique. Et on va décider du comportement du robot en fonction de l'interaction de l'opérateur. Donc ralentir, voire arrêter le robot si c'est nécessaire. Voilà, donc cette application-là, on peut la retrouver avec de petits robots ou de grands robots en fonction de l'installation de la machine. Parfait. On a terminé pour cette présentation. Merci beaucoup, Monsieur Serralta. Merci. Alors, ce que je comprends, une chose importante qu'on voit avec votre présentation, c'est qu'on n'a pas d'une part, pour vous en tout cas, tel que vous le vivez chez Solutions Robotics, on n'a pas d'une part le monde des robots collaboratifs et d'autre part le monde des robots tout court, si je puis dire. Il y a une sorte de continuum entre les deux. Avec plein de solutions, soit un robot extrêmement dans sa grille qui fonctionne extrêmement vite, et puis le robot qui est pleinement intégré avec les équipes, etc. Mais il y a plein de choses qui se passent entre les deux scénarios. Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, on a toujours un très grand nombre d'applications de robots qui sont derrière les grilles. Hein. On a entendu ce matin... parce qu'on a de la cadence, parce qu'on fait des opérations sur des produits qui, quoi qu'il arrive, ne pourraient pas correspondre à une application collaborative. Si on fait de l'usinage robotisé, notamment, il est hors de question qu'un opérateur soit dans l'environnement du robot, et surtout de l'outil lui-même, en réalité. Ce n'est pas forcément le robot, mais c'est l'outil lui-même qui va l'interdire. On a des robots qui sont dans des applications, je dirais, purement collaboratives, où le robot s'arrête avec un contact. Mais on a bien vu que les lois de la physique nous interdisent d'aller vite. Et il faut trouver un intermédiaire qui finalement va satisfaire le client qui ne souhaite pas avoir ces barrières physiques, pour des raisons de place, pour des raisons d'esthétique, pour des raisons de coût, quelquefois aussi. Mais qui veut avoir quand même un certain niveau de productivité. Et finalement, vous avez vu ce curseur, on va le déplacer et on va discuter avec l'intégrateur et le client final, ou le client final, suivant l'avancée du projet, pour lui présenter justement tous ces paramètres, et puis dialoguer avec lui. Et finalement, ce n'est pas forcément un robot collaboratif qu'il voulait. Ce n'est pas forcément un robot collaboratif qu'il voulait. Mais il voulait enlever certaines barrières. C'est ça. Voilà. Et après, effectivement, ce mot collaboratif peut peut-être être interprété différemment, mais on ne va pas chercher un moyen, absolument, on va répondre à un objectif et discuter du moyen. Donc vous pouvez avoir un industriel qui vient vous voir et qui vous dit « je voudrais un robot collaboratif ». Ce que je crois comprendre, c'est que votre réponse est « écoutez, d'abord, on va voir quels sont vos objectifs et on va déterminer quelle est l'architecture qui vous convient le mieux finalement. Hein. Oui. Et finalement, il y a un curseur entre le robot dans sa cage très rapide, très puissant, et puis le robot complètement en milieu ouvert qui sera moins puissant, moins productif. Vous êtes capable de bouger le curseur entre les deux, de dire voilà, c'est celle-là, ça c'est plutôt ce qu'il vous faut, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, on ne va pas parler le curseur, il n'est pas vraiment sur le robot, il est sur la solution, les solutions qui vont venir autour du robot. Oui, parce que c'est le même produit. Chez vous, c'est le même robot, c'est le même produit, c'est le même appareil, si je puis dire, qui est utilisé dans les deux cas. Hein. Seulement, vous l'équipez plus ou moins d'une peau exactement. Et de scrutateur, de grille ou pas. Ce qui fait que
la solution, elle est viable aujourd'hui et demain. Ouais. Si demain, on doit monter en cadence, on doit avoir un autre niveau de productivité. On peut garder le même robot. On peut garder le même robot, mais il va falloir peut-être effectivement changer l'environnement du robot. Alors, s'il y a un accident, là, il y a au moins 3 acteurs. Là, hein. Il y a le fabricant, il y a l'intégrateur, il y a ensuite l'industriel. Qui est responsable de quoi en matière de sécurité s'il y a un accident Alors, il y a peut-être des intervenants aujourd'hui qui auraient une vision un peu plus globale que la mienne. Je leur reposerai la question. Nous avons la responsabilité de livrer un robot sûr. L'intégrateur doit mener une analyse de risque et finalement la responsabilité, c'est le client final, c'est l'utilisateur qui la porte. Oui, et vous, oui, quand vous fournissez un robot, il n'y a pas forcément l'outil préhenseur ou... Et non, c'est ça, c'est bien là que la question se pose, c'est qu'on livre finalement un équipement de la machine, un équipement qui est incomplet, parce que chaque application va pousser vers une solution de prévention par le vide, vers une pince, vers des outils différents. Et le constructeur robot n'a pas la main là-dessus. Il va livrer un robot qui est compatible avec les caractéristiques attendues, et c'est l'intégrateur qui fait finalement le chef d'orchestre et qui va proposer toutes les solutions péri-robotiques pour répondre au cahier des charges client. Alors, on vous demande quelle est la vitesse maximum avec la peau pour robot que vous proposez. Ah, ça vous fait rire. Je vais avoir un petit peu de difficulté à répondre parce que ça va être un petit peu suivant les cas d'usage. Je vais annoncer 400 mm secondes, mais je propose à la personne qui pose la question qu'on étudie avec elle. En tout cas, c'est une vitesse relativement élevée, plus élevée que ce qu'on peut trouver avec un robot qui est en train de bouger en manuel. Mais voilà, il faut qu'on regarde plus en détail sur l'application. D'accord, parce que s'il y a une pause, c'est bien que mon robot il est vraiment en milieu très ouvert. Oui. Donc il y a cette question de la cadence. Plus je suis ouvert, plus je suis en milieu ouvert, moins ma productivité va être importante. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. D'accord. On vous demande comment concilier la productivité dans le picking avec la lenteur de la vitesse du robot. C'est une excellente question. Parce qu'il y a ce qu'on appelle en anglais, il y a un trade-off, quoi. Quand je gagne d'un côté, je perds de l'autre. C'est ça. Oui. Malheureusement, alors il y a plein d'artifices. On peut travailler sur des applications, on va prendre plusieurs produits à la fois. Donc autoriser un robot qui va plus lentement, mais oui, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on a de l'énergie cinétique dans le robot, on va pas pouvoir faire interagir l'opérateur. Alors on a nous la capacité d'arrêter nos robots de manière excessivement rapide, on parle de 0,15 secondes, ce qui fait qu'on sait garantir un déplacement du robot très faible avant l'arrêt total du robot. Donc ça nous permet quand même d'avoir des situations avec des barrières immatérielles ou des scrutateurs avec un opérateur qui est relativement proche. Après, quand on va vite, il y a d'autres sujets qui se posent, c'est qu'on peut éventuellement avoir le risque de satelliser les produits qu'on est en train de déplacer. Alors ça ne concerne plus le robot, mais ça vient rentrer aussi dans l'analyse de risque. Et c'est à prendre en compte. Alors, vous, ce que vous avez retenu comme solution, si je puis dire, chez Stoblis, c'est des appareils, des robots que vous allez plus ou moins équipés de pots, de scrutateurs et de systèmes. Et donc, on va pouvoir les installer dans des applications plus ou moins collaboratives. Mais ce que j'ai cru comprendre, c'est que bien souvent, un robot, c'est cher, alors qu'un cobo, c'est souvent vendu pour être moins cher. Mais si c'est le même appareil, est-ce que je vais y gagner financièrement ? Alors, un robot, c'est moins cher, je ne crois pas. Un cobo ? Un cobo, pardon, c'est moins cher, je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Et puis après, il faut quand même imaginer que si vous devez équiper votre cellule avec un certain nombre de systèmes de sécurité, finalement, ça vient aussi s'ajouter à la solution globale. Ouais. Et après, vous avez une notion de productivité d'une part, et puis de maintenance également. Donc sur le long terme, c'est un calcul qui est à faire.
Toujours. Donc c'est plus complexe que ce que je proposais. Et vous me disiez que finalement, un vrai robot, entre guillemets, un vrai robot collaboratif qui fonctionne vraiment de concert avec les équipes, qui dans une vraie collaboration, il y a un partage des tâches, etc. Finalement, c'est relativement rare. Oui, alors effectivement, on a vu ce matin des catégories de collaboration. Donc la troisième catégorie où le geste de l'opérateur et le mouvement du robot sont combinés. C'est effectivement pas si fréquent. Et puis, ça répond vraiment à une situation où on n'a pas pu, où l'industriel n'a pas pu trouver de solution. Parce que finalement, vous avez à la fois le coût de la machine, le robot, l'opérateur qui est là et qui ne fait pas autre chose pendant ce temps. Donc, pour la rentabilité, c'est pas forcément toujours évident à trouver. Alors, on vous demande aussi comment est traité le risque de l'outil avec un robot collaboratif. Est-ce que Stobli propose des solutions pour les outils? Les outils, c'est ce qu'on met au bout du robot. Hein. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, l'outil est indépendant du constructeur robot. Si on reprend l'exemple du Power Cobot, donc qui est équipé de peaux sensibles, il est possible de fabriquer une peau sensible à l'échelle de l'outil. C'est-à-dire qu'on va récupérer également les informations de cette peau sensible qui va coiffer l'outil pour l'intégrer, intégrer les données de sécurité sur notre automate de sécurité embarqué et donc réagir si c'est non pas le robot qui est touché, mais l'outil lui-même. Alors, Stobli Robotics s'est installé en France, à Annecy. Néanmoins, c'est un groupe d'origine, ça appartient à un groupe d'origine suisse. Ouais. Donc, vous êtes un petit peu à l'interface en Europe, entre plusieurs cultures, sud, nord, etc. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, en Allemagne, par exemple, et en France, on voit les robots, et les cobots d'ailleurs? J'ai l'impression que l'Allemagne est beaucoup plus ouverte à ça. Qu'est-ce qui explique cette différence de traitement? Alors effectivement, si on regarde les chiffres mondiaux des constructeurs robots, tous confondus, on a un ratio qui va de 5 à 7. De 5 à 7, c'est-à-dire qu'il y a 5 à 7 fois plus de robots en Allemagne qu'en France. En Allemagne qu'en France, effectivement. On a un niveau d'équipement qui est plus faible que l'Italie, qui est équivalent à l'Espagne à peu près. Ah oui. Ouais. Alors les freins sont certainement multiples, ils vont être culturels d'une part. La robotique, elle a longtemps été vue comme un outil de destruction de l'emploi. En France. En France, oui, tout à fait, effectivement. Oui. Là où peut-être effectivement qu'en Allemagne, c'est quelque chose qu'ils ont dépassé il y a quelque temps. Ça a été longtemps vu comme ça, et puis un peu plus récemment, il y a quand même... En Allemagne, le robot, il est vu vraiment comme un outil de développement. Oui. De l'entreprise. Un développement très logique. On va gagner des marchés, on va gagner en productivité, on investit parce qu'on va créer de l'emploi aussi par ce biais-là. Voilà. Et un peu plus récemment, en France, l'approche a complètement changé, où finalement, alors il y a des études gouvernementales qui ont été menées, voilà, ça s'est fait de manière très officielle, mais on s'est rendu compte finalement que le robot ou le cobot était plutôt un outil de maintien de l'emploi sur le territoire français. Parce qu'il aide à la compétitivité des entreprises. C'est ça, il aide à la compétitivité des entreprises. Et la solution de la robotique par rapport à de l'automatisation peut-être plus classique, la robotique apporte de la flexibilité à la solution. Donc quand on a des changements de série, des changements de production, on est un peu plus agile parce que on a nos clients ont de plus en plus des circuits très courts avec des demandes assez immédiates sur un nombre de produits limité qui reviendra ultérieurement. Et voilà, on est un petit peu plus agile avec la robotique. Parfait, merci beaucoup Ludovic Serralta.